Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis, comme à chaque fois, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux qui découvrent ce podcast, un rappel du concept de PPP pour les intimes. Nous sommes 3 autour du micro à vous parler uniquement du premier épisode d'une série, passé en revue scène par scène. Et une fois qu'on a observé, commenté et disséqué ce pilote, chaque participant doit poser une note située entre 0 et 10. L'objectif, dresser un classement général qui répertorie les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. À mes côtés pour cet épisode spécial Halloween, elle a enfilé son nez crochu de sorcière et enfourché son balai pour soigner son entrée et son retour dans PPP. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien ? Tout va très bien. Prête à donner des bonbons pour Halloween ? Non, prête à enfourcher mon balai, oui, mais donner des bonbons, non, des sorts. J'allais faire une blague sur enfourcher, mais je vais éviter. Oui, j'ai compris, oui, mais moi aussi j'allais la faire, mais je me suis retenue parce que nous avons un invité. Notre invité du jour intervient de façon récurrente à la radio. Il parle également cinéma en tant que rédacteur du blog On se fait un ciné. Je suis ravi d'accueillir dans cette émission Liam. Salut Liam. Salut, et je suis tout aussi ravi d'être invité ici. Sois le bienvenu, ça va à Charleroi ? Alors ça va très bien pour le moment, j'aurais bien voulu faire une blague sur Halloween, mais on va éviter, donc voilà. Oui, bon, là on a épuisé notre quota de blagues, les gens sont déjà partis, de toute façon la salle s'est déjà vidée. En tout cas, après le Canada, l'été dernier en juin, on prend la direction de la Belgique. Je ne sais pas où les prochains épisodes vont nous emmener à ce rythme-là. Au programme aujourd'hui, on prend la direction du 5 octobre 2011, date à laquelle débarquait sur la chaîne de télé du câble américain FX, la série horrifique American Horror Story, série créée par Brad Falchuk et l'inévitable Ryan Murphy. 10 saisons et 113 épisodes à ce jour, cette fiction est toujours en cours de production, puisqu'une 11e saison est attendue pour cet automne. Au moment où on enregistre, on n'a toujours pas la date. Pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Hey Troy, you're a dork. Oh, shut up. Hey, freak. Excuse me. You are going to die in there. Shut your mouth or we're gonna kick your ass. We got bats. I hate trees. You're gonna regret it. You're gonna regret it. You're gonna regret it. Avant que tu nous résumes de quoi parle la série American Horror Story, on va apprendre à te connaître. Liam, tu sévis dans le monde de l'audio. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots tes activités à la fois radiophoniques et en tant que blogueur ? Oui, alors donc je fais de la radio sur Serap, une radio locale où je parle de tout et n'importe quoi niveau film et série. Et en rédaction, j'écris pour On se fait un ciné, Le Coin des critiques ciné et Culture Addict, et j'interviens sur Twitter de temps en temps parce que c'est bien de parler cinéma sur Twitter. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu cette série, Liam, est-ce que tu peux nous faire le pitch d'American Horror Story ? Alors, je dirais qu'American Horror Story est une série anthologique, donc chaque saison raconte une histoire différente, et cette première saison suit une famille tout à fait banale en apparence, qui emménage dans une maison au passé assez sombre. Moi, je raccourcirais en disant que c'est une maison hantée. Aussi, oui, en plus. Oui, franchement, on n'a pas tellement envie d'y vivre. Au casting de ce pilote de AHS, Connie Britton, Dylan McDermott, Evan Peters, oui, le mec qui cartonne en ce moment dans Dahmer sur Netflix, Frances Conroy, Jessica Lange et Taissa Farmiga. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, une question habituelle. Hélène, quand est-ce que tu as découvert AHS et qu'est-ce que cette série représente pour toi ? Alors moi, j'ai découvert AHS en 2015. Donc, tu vois, il y avait déjà pas mal de saisons qui étaient sorties. Et j'ai commencé, sachant que chaque saison était indépendante de l'autre ou de la suivante, j'ai quand même pris dans l'ordre. Bon, la maison, j'ai eu hyper peur. Franchement,
Je me suis demandé si j'allais pouvoir poursuivre hein, parce que ça m'a fait hyper flipper et j'ai tenu le choc et après j'ai enchaîné toutes les saisons et là j'ai fini la 10, j'attends avec impatience la 11 donc je suis assez fan quand même. J'ai aussi, suivi les 2 saisons de American Horror Stories qui est un comment dire? C'est comme un Un spin-off, hein, spin-off, oui, oui, c'est un spin-off, quoi il y a quand même des thèmes qui reviennent et on retrouve, c'est assez rigolo d'ailleurs, des acteurs de American Horror Story dedans ou alors, il y a des petits rappels, enfin c'est lié. Les 2 sont quand même très liés, il y a des petits clins d'œil. Ah bah bien sûr, on retrouve toujours les mêmes obsessions de Ryan Murphy, ça je m'inquiète pas là-dessus. Moi je suis un peu moins fan, bon je regarde pas tellement de séries horrifiques hein, déjà à la base, et j'ai un rapport compliqué aussi avec Ryan Murphy. On va rappeler qui est l'identité de ce monsieur, hein, qui est un producteur de séries télé, créateur prolifique, hyper prolifique, depuis les années fin des années 90, début 2000, je dirais. Peut-être qu'Hélène, tu as connu la série Popular, puis bien évidemment les gros hits Glee, Nip Tuck, Voilà, c'est ça, plus ouais. récemment Ratched, Hollywood également, sur Netflix, avec qui il a signé un gros contrat. American Crime Story, bien sûr, Dahmer, Ouais, dont je parlais. j'ai vu aussi. Je l'aime bien, autant qu'il m'agace dès que je dépasse 2 ou 3 saisons. Et c'est ce qui s'est passé sur American Horror Story. La première saison est extrêmement forte. Et puis la deuxième, je commençais déjà à connaître un peu les ficelles, même si l'univers est différent. Et rien qu'à lire les synopsis des saisons qui ont suivi, je me suis dit d'accord, plus on va avancer, plus ça part en sucette, j'ai plus envie d'y aller. Parce que j'avais déjà donné de ma patience sur des séries précédentes de ce créateur. Donc voilà, j'ai un rapport un peu plus éloigné que mes camarades. Liam, ça représente quoi, American Horror Story? Alors, American Horror Story, j'ai découvert la série quasiment en même temps que sa sortie, mais en plein milieu de saison, avec notamment un spoiler directement, que je ne vais pas dévoiler ici, bien évidemment. Donc cela m'a un peu refroidi dans ma découverte, et puis quelques années plus tard, je me suis enfin lancé dans la série que j'ai rattrapée en une fois. Il me manque juste la saison 2 d'American Horror Stories, étant donné que j'ai été un peu échaudé par la dernière saison d'American Horror Story, ainsi que la première saison de cette série dérivée. Très bien. Vous voyez, on a des grands fans hein, en cette spéciale Halloween. Le pilote d'American Horror Story s'appelle tout simplement La Maison en version française. Le pilote s'ouvre sur le plan de cette fameuse maison. On est d'abord en 1978, je tiens juste à le préciser, le but n'est bien évidemment pas de heurter qui que ce soit, mais je vous donne l'info parce que vous n'avez pas les images. On a une petite fille qui est porteuse de trisomie 21. Et on sait que ça tient à cœur justement du côté de Ryan Murphy d'inclure tout le monde, de livrer des séries inclusives. Elle est face à cette maison, elle est embêtée parce que c'est pas la première fois que 2 petits garçons, des frères jumeaux, l'envoient balader. Quand la petite les prévient qu'en entrant dans cette maison, vous allez y rester, les garçons. Ils entrent, la fille insiste derrière, vous allez le regretter. Une fois dans la maison, les gamins armés chacun d'une batte de baseball cassent tout, des lustres, des vitraux, des meubles, des lampes, tout y passe. Et ensuite, ils tombent, alors je sais pas ce que c'était comme animal, on dirait un chien mort. Un rat musqué, c'était un rat musqué, je pense. Là-bas, ils Mhm. appellent ça. Non, mais enfin, c'est un rat musqué, oui. D'accord, qui baignait dans son sang. Les garçons arrivent dans la cave de la demeure et tombent sur un labo avec des morceaux d'animaux et d'êtres humains enfermés dans des bocaux. On apprend que dans cette cave, ça pue tellement que l'un des gamins veut se barrer en courant. Il remonte l'escalier, mais quand il appelle son frère ne répond pas. Petit silence. Et il apparaît d'un coup en hurlant « à l'aide !» Pendant qu'il baigne dans son sang, l'autre frère se fait attaquer dans la foulée par une espèce de monstre que l'on aperçoit vite fait. Cette première partie de pré-générique, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, Liam? Je trouve que ça amène déjà une certaine ambiance, ça amène déjà à ce retour dans le passé qui va finir par être récurrent finalement dans la série. Et même tout simplement, ça amène une certaine efficacité. On comprend que le lieu est dangereux, qu'il regorge de certaines choses qu'il vaut mieux ne pas dévoiler, mais également un esprit assez, je ne vais pas dire méchant, mais par la nature des 2 jumeaux qui arrivent dans la demeure pour tout casser. On a justement cette sensation de mauvais esprit, je vais dire, qui se retrouve beaucoup dans l'écriture de Murphy. D'esprit farceur, hein, un petit côté Denis la Malice, quoi. Exactement. Hélène?
Alors moi, ce que je trouve bien dans ce préambule, puisqu'on a le générique bien plus loin derrière, hein, là il a voulu opposer deux choses qu'on verra par la suite. C'est l'ancienneté du côté maléfique de cette maison, puisque on verra plus par la suite tous les bocaux. Là, elle était à l'abandon, la maison. On voit qu'elle est un peu détruite, ça fait maison abandonnée. Et les bocaux, tu comprends tout de suite où tu es, ce qu'on ne retrouve pas par la suite. Donc c'était intéressant quand même de montrer ce flashback à 1978 où il se passe ce que tu viens de raconter, Junior. Et je suis d'accord avec toi, Liam, sur le fait que les gamins qui rentrent là sont très méchants. Et si on est bien dans une histoire de maison hantée, on comprend tout de suite que les fantômes vont pas être des gentils. En effet, je vais vous lire d'ailleurs rapidement ce que j'ai noté avant. J'ai noté un intro assez efficace, ça reste très classique dans l'exécution. On a bien planté le fait que la petite fille et ses deux garçons font également partie du décor de cette maison, au-delà de la bâtisse en elle-même. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce pré-générique. On est toujours dans ce pré-générique, justement, et on revient à la date de sortie de ce pilote. Alors, donc, on n'est pas à la date de sortie de ce pilote, on est à aujourd'hui. C'est-à-dire que on a quitté 1978 et on est à Today. Oui, mais 2011, pas 2022. Today en 2011. Oui, d'accord, ok. Donc Today en 2011, tout à fait. On voit une dame qui est en consultation gynéco et à qui on propose de prendre un traitement par hormones pour retrouver son corps d'avant. Donc cette femme s'appelle Viviane et on voit qu'elle a subi un problème sûrement gynécologique puisque on lui propose un traitement par hormones et elle a l'air vachement branchée, méthode naturelle et un peu réticente. Elle rentre donc chez elle suite à tout ça et elle entend un bruit à l'étage, donc elle appelle la police car elle pense qu'il y a un intrus chez elle et elle monte à l'étage avec un couteau donc pour inspecter les pièces et elle tombe sur quoi? On ne voit pas la scène, mais on comprend tout de suite qu'elle tombe sur son mari, qui est sûrement affairé à quelque chose de un peu sexuel puisqu'il sort tout nu dans le couloir en criant, en essayant de rattraper sa femme puisque visiblement elle l'a surpris avec une maîtresse et il court vers elle à moitié nu en disant: je suis désolé, je suis désolé». Elle se retourne, elle le blesse avec le couteau. C'est pas la première goutte de sang, mais celle de Today, ouais. Et là, on entend en rappel la voix de la petite fille qui était en 1978 devant la maison et qui disait: vous allez le regretter, vous allez le regretter. J'adore le « Chérie, mais attends, je vais t'expliquer » qu'on a déjà entendu 1000 fois. Je suis tombée sur cette dame malencontreusement alors que j'étais nue pour faire le sapin de Noël. Non, oui, on l'a déjà entendu, oui. Mais tellement de fois. Et pendant ce temps-là, il le court après en calbute, c'est assez drôle. Bon, une chose à ajouter, Liam, sur cette scène? Ah oui, il y a une remarque que je trouve intéressante quand le médecin compare le corps de Viviane à une maison et que celle-ci réfute. Je trouve que ça amène déjà l'aspect organique de la maison à venir et au final une forme de naissance, de renaissance qu'il va y avoir aussi bien dans le domicile que finalement par le corps de Viviane dans le restant de la série. Oui, il lui parle de soigner ses organes et sa peau. Elle, ça l'intéresse pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la comédienne aussi, il faut en parler. C'est qui cette actrice qui incarne Viviane? C'est une femme, c'est une femme. Vous ne la connaissez pas dans le monde des séries? Oh si, elle est hyper connue. Elle a fait une série aussi Enfin. où c'était une cougar. Non, elle se faisait arnaquer par un mec qui voulait lui piquer sa thune. Enfin, elle a fait plein de séries, elle, non? C'est Connie Britton, la magnifique Connie Britton, récemment vue dans The White Lotus. Elle a joué aussi dans Nashville, dans Friday Night Lights, dans 911, dans Dirty John, tout ça dans des rôles principaux. Dirty John. C'est une grande comédienne américaine que j'aime beaucoup, qui a un charme incandescent, et qui a un talent monstre et qui choisit toujours des projets qui durent en plus. Quand même. Ouais, puis elle est magnifique. Et moi, je suis d'accord avec Liam. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, Liam. C'est tout à fait juste de bien noter ce détail sur la maison. J'aurais dû le faire parce que en fait, il compare le corps de Viviane à une maison. Et un peu plus loin dans la série, on verra qu'il n'est pas le seul à faire un lien entre une maison et un être humain avec des émotions et des sentiments. On en reparlera tout à l'heure. Connie Britton, justement, je suis en train de checker, qui a quand même joué, revenons dans Halloween, dans le remake de Freddy, Les Griffes de la Nuit, qu'on va oublier. Et par contre, j'en profite pour parler de This Is Not a Love Story, dans lequel elle joue, qui est réalisé par l'un des réalisateurs récurrents d'épisodes d'American Horror Story, Alfonso Gomez-Reron, et qui est un film qui vaut la peine. Très bien, vous notez bien cette reco ciné, et en attendant, je vous propose d'écouter le générique d'American Horror Story.
Chapitre suivant. Allez, tous en voiture en direction de Los Angeles. Exactement, après un générique très marquant, on retrouve toute la famille en voiture. Ils essayent d'avoir une conversation un peu enjouée, mais on sent déjà qu'il y a une distance entre Viviane et Ben, et également que Violette, leur fille, se trouve également dans une relation assez distanciée par rapport à ses parents. La famille est très divisée, et c'est quelque chose que l'on retrouve encore alors qu'ils visitent la fameuse maison de l'épisode, avec une Vivienne qui n'est pas très convaincue par la demeure, Ben qui est trop enjoué peut-être, notamment en parlant de la perspective de recevoir ses patients sur place. Et pendant qu'ils visitent la demeure, leur chien aboie vers la cave, ce qui pousse Violette à visiter celle-ci. On continue la visite avec l'agente immobilière qui parle notamment du meurtre-suicide des propriétaires précédents, ce qui impacte évidemment le prix de la maison. Néanmoins, ça n'empêche pas Violette de vouloir directement que ses parents investissent dans celle-ci. Ah ouais, alors moi j'ai remarqué que quand Violette visite la cave, on voit qu'elle est observée par quelque chose. Donc on comprend que cette cave, c'est quand même là que ça se passe. Moi, j'aime bien dans cette scène le fait qu'on installe un peu plus, ouais, qu'on installe de plus en plus le côté glauque de la maison. Les proprios ils sont morts, et puis on installe aussi ce que tu viens de décrire, Hélène, l'âge ingrat en fait de Violette. Elle passe de un non pitié, j'ai pas envie de rentrer dans cette maison façon famille Adams à ouais, finalement on l'achète. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi la façon comme ça dont elle est écrite. Et la maison est superbement bien rénovée d'ailleurs. On le voit dans l'épisode, la transition avec 1978, ça n'a plus rien à voir. Aussi, effectivement, ça amène déjà un changement temporel, mais quelque chose que j'aime bien dans cette partie, en fait il y en a deux. Il y a déjà cette dynamique familiale qui, je trouve, est assez claire. On comprend vite les relations entre les personnages, et même cette idée qui est très récurrente dans le cinéma d'horreur et qui amène beaucoup de gens tout simplement à dire pourquoi est-ce qu'ils ne quittent pas la maison. Tout simplement ce facteur économique, le fait qu'emménager dans une maison a un coût, en déménager aussi, et directement on a cette idée qu'ils investissent toutes leurs économies dans une demeure et qu'ils ne pourront donc pas la quitter aussi facilement que prévu, qu'importe le nombre de fantômes qu'il y aura à l'intérieur. Et c'est vrai que l'aspect économique revient tout le temps, hein. Il n'arrête pas de s'en vanter qu'il a payé 4 fois moins cher Ben, le mari. D'ailleurs, Ben, le mari qui est interprété par Dylan McDermott, aussi un visage pas mal identifié des séries, notamment pour les plus anciens, et joué dans The Practice de Nell et Associés, du créateur d'Ally McBeal. Et si on joignait la chambre des parents? L'emménagement se fait, le panneau vendu est bien planté, Viviane est inquiète à propos de sa capacité d'intégration de sa fille sur une côte ouest où les enfants ne sont pas vraiment les mêmes. Son mari, le psy, lui, a bien compris que sa femme parlait plus d'elle que de sa fille en réalité. Viviane s'étonne que son mec soit si relax après avoir appris tout ce qui s'est passé dans cette maison. Et là, son mari est en mode... Bon écoute bébé, j'ai payé cet endroit 4 fois moins cher que son coût réel, ça aide à faire face à la peur, tu crois pas? Et juste après avoir dit que leur couple avait besoin d'un renouveau, nouvelle tentative du mari, qui caresse le bras puis la main de sa femme. Il continue de parler en mode « On a subi beaucoup de merde ces derniers temps chérie, ça te dit pas de prendre un peu de bon temps ?» Et la Viviane le rejette en mode « J'ai des affaires encore à déballer, j'apprécie tes efforts Ben, mais j'en fais aussi, mais j'ai besoin de temps là, il va falloir composer avec. » Et moi perso, quand elle le rejetait comme ça me rappelait mes années lycée. Mais plus sérieusement, le fossé qui s'est creusé entre eux, je trouve, est très joliment exposé, dont déjà avec cette scène de voiture que tu évoquais, Liam. Oui, bah effectivement, je trouve que ça prolonge ça de manière intéressante et vraiment bien amené cette dynamique d'un couple qui s'aime mais qui est effectivement séparé par la tromperie de Ben, qui essaye de se faire pardonner, de faire avancer ses envies physiques et en même temps Viviane qui la repousse. Voilà, je trouve vraiment le duo, mais je les trouve tout simplement très bons en général. On prend le chemin de l'école de Violette. En slow motion, Violette arrive en mode « Je fume dans le lycée et je m'en bats les ovaires ». Mais elle est salement interpellée par une bitch qui dit que c'est interdit de fumer en public. C'est une décision du conseil des élèves, ok ? La bitch s'appelle Léa. Alors il faut vraiment tendre l'oreille parce qu'on ne dit pas souvent son nom. Elle est entre deux copines, donc ne soyez pas étonnés, je l'appelle Léa la bitch dans mes notes. Donc Léa attaque encore plus violemment Violette
Quand elle la voit écraser sa cigarette, là où des élèves mangent et parfois s'assied, Violette lui dit « Hé, calme-toi meuf, déjà on se connaît pas ». Et une des potes de la bitch, parce que la bitch n'est pas toute seule, hein, elle agresse mais à plusieurs, dit « Si Léa t'agresse, c'est parce que sa grand-mère est morte d'un cancer à cause des clopes ». Et Léa est tellement vénère que elle va carrément, mais vraiment au sens propre, hein, vouloir faire avaler la clope écrasée par Violette sur le sol. Elle veut lui faire avaler, littéralement. Violette lui crache au visage et se barre. Et là, Léa, la bitch, hurle « Je vais te tuer, je vais te buter !» Bref, que vous a inspiré ce passage ? Moi, j'ai trouvé que Violette montrait son caractère. On voyait que dans la voiture, elle avait l'air un peu gamine. Ensuite, dans la maison, on a vu qu'elle avait du cran parce qu'elle descend à la cave. On lui dit que les propriétaires sont morts à la cave. Elle dit j'achète. C'est elle qui prend un peu la décision. Là, elle arrive à l'école en conquérante et elle se laisse pas faire. Et j'ai bien aimé j'aime bien l'évolution du caractère, enfin de la découverte du caractère de Violette justement. Elle a un côté fonceuse, hein, peur de rien, en effet. Bon, c'est une scène qui est destinée à nous faire comprendre que l'intégration de Violette dans ce lycée va pas être simple, mais qu'elle a peur de personne. C'est une fonceuse, fearless, comme disent les anglo-saxons. Oui, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et j'appuierai peut-être encore une fois avec ce côté mauvais esprit dans l'écriture de Ryan Murphy, dans l'écriture de ces personnages féminins, un peu à la manière d'un Mean Girls, Lolita, Malgré moi, mais encore plus acide, je trouve, dans déjà cette dynamique qu'il y a entre ces trois filles et Violette, tout en ayant effectivement cet aspect assez rebelle de notre héroïne. Waouh! Vous allez tous y rester. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qui es-tu? Adélaïde? 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 Adélaïde, j'ai mis Dora l'exploratrice pour que tu restes tranquille et que tu le regardes. Non, c'était Go Diego, et j'aime pas. Oh, ils se ressemblent tous. Je suis pas sûre que tu arrives à faire la différence. Excusez-moi. Bonjour. Oui? Je suis Constance. Je suis votre voisine d'à côté et voici ma fille, Adélaïde. Je suis Allez, ravie. Rentre tout de suite. Cette fille est un monstre. Je l'aime, mais je suis chrétienne, mais mon Dieu, c'est moi qui vous le dis. S'ils avaient inventé ces tests à l'époque, je vous jure que j'aurais sûrement... Comment êtes-vous entré dans ma maison? Vous avez laissé la porte de derrière ouverte? Même si je préfère vous le dire, Adi trouvera toujours un moyen pour entrer. Elle est carrément obsédée par cette maison, et ça depuis toujours. On retourne dans la nouvelle maison de la famille Harmon et Viviane, Vivi pour les intimes, gratte du papier peint et y découvre des fresques murales horribles à base de membres décapités. Et à ce moment-là, Viviane en fait tourne le dos à la caméra et là, bam, jumpscare. Je vous rappelle que c'est une spéciale Halloween, hein, quand elle tombe sur la fille qu'on a vue en intro. Et elle a grandi. Vous savez, la petite fille qui avertissait les deux garçons. C'est elle qui avait dit aux jumeaux vous devriez pas rentrer, quoi. On apprend que la jeune femme, en fait, la jeune fille qui est devenue une jeune femme, s'appelle Adélaïde, Adi, et la mère d'Adi entre à son tour dans la maison de Viviane. On a vraiment l'impression que c'est un moulin. Viviane est hallucinée. On apprend aussi le nom de cette dame, c'est Constance. Constance est incarnée par quel personnage qui revient dans quasiment toutes les saisons d'American Horror? Jessica Lange. Ouais, un petit point sur sa carrière. C'est la meuf de King Kong. C'est une icône aux États-Unis. Elle nous apprend que c'est la voisine et qu'elle est entrée par la porte de derrière, qu'elle aime les chiens, qu'elle est du sud des États-Unis, qu'elle voulait devenir une star du ciné. Bref, l'arrivée de sa fille l'a poussée à changer de voix et d'un coup, elle bloque sur les bijoux de Viviane des boucles d'oreilles en des putains de vrais diamants. Ça aura son importance pour après. Avant de partir, Constance donne un cadeau à Viviane, de la sauge pour faire brûler et purifier les esprits et stopper les horreurs qui ont eu lieu dans cette maison. Ben, je trouve justement qu'il y a une mention de Constance qui parle justement de son rêve hollywoodien, étant donné qu'on est quand même à Los Angeles, et cette intégration amène une certaine forme de, de gravité émotionnelle en plus, je trouve. Ça amène justement cette rancœur dans l'écriture qui va être développée par la suite dans la série et qui résonne fortement, je trouve, dans le traitement de Los Angeles comme une ville finalement peut-être fantôme de carrière, fantôme de rêve américain et qui finalement, cette maison ne serait juste qu'un rassemblement de fantômes qui se promènent bien dans toute la ville d'une certaine manière.
Tout à fait. Bah, disons que moi, j'ai remarqué déjà dans cette scène, que la petite, enfin la petite, qui est devenue une femme, hein, Addie, puisque, en 78, elle avait bien, 6 ans, donc là, elle a genre une trentaine d'années. La première chose qu'elle dit quand même à Viviane, c'est toujours la même chose: «Vous allez tous y rester», comme elle avait dit aux jumeaux. Donc ça commence direct, tu vois? Donc je pense que l'ambiance, voilà, elle est là. Et ensuite, tu as Constance qui arrive et elle est, clairement imbuvable, là, parce que tu as oublié de dire qu'elle a piqué une petite cuillère aussi avant de s'extasier sur ses boucles d'oreilles, elle lui pique une petite cuillère, donc on voit qu'elle a un grave problème de vol et c'est important pour la suite aussi et elle parle de sa fille, mais avec des mots, mais affreux, quoi. Oui, elle dit, que quand elle est tombée enceinte de la Mongole, enfin, je veux dire, Mhm. elle est imbuvable tout de suite. C'est vraiment, quelqu'un de noir, on comprend tout de suite, ça va pas être une bonne copine, quoi. C'est certainement pas elle qui va les sauver d'une situation, compliquée et donc elle vire, sa fille, en la faisant passer pour un poids, quelque chose comme tu disais Liam qui a gâché sa carrière et donc beaucoup de rancœur, beaucoup de haine, beaucoup de noirceur et là le décor commence à se compléter. Mais également aussi une proximité émotionnelle avec la maison, les connaissances sur la sauge, le fait que sa fille est toujours là. Justement, ça mène déjà une ambivalence par rapport au personnage en plus de tout ce que tu as dit, qui, je trouve, amène ça en plus de la prestation de J.C. Gyllenhaal, qui a besoin de quelques minutes à peine pour prendre la vedette, d'une certaine manière. Mmh. Je trouve que ça mène directement à un personnage particulièrement mémorable. Chapitre suivant. Je vis dans une maison flippante, mais pas grave, je vais au grenier toute seule. Ouais, avec ma petite sauge qui fume. Donc Viviane, qui est trop contente d'avoir un cadeau de voisine, de bienvenue, hein, puisqu'en gros c'était ça. Bon, d'habitude c'est des gâteaux, là c'était un peu de sauge. Viviane se décide à faire brûler la sauge et donc parcourt la maison avec la sauge parce que visiblement elle y croit. On voit qu'elle n'est pas complètement réfractaire à l'idée qu'il y a un souci dans cette maison à la base, hein. Donc elle se balade et qu'est-ce qu'elle découvre? Une trappe et puis, bah, comme toute, débile dans les films d'horreur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte toute seule, au grenier. Alors bon, la fille qui va à la cave, la mère qui va au grenier. Avec ça, on sait que ça va mal tourner. Donc elle monte, dans ce grenier, elle découvre plein de vieux objets, enfin un peu insignifiants au départ et tout à coup, bingo, sur quoi elle tombe? Une combi sadomaso en latex noir. Viviane qui veut faire sa prude parce qu'on a bien compris que c'était pas trop une chaudasse quand même à la base. Elle se met à hurler, mais comme une folle parce qu'elle avait une combi en latex. Et son mari, paniqué, arrive pensant qu'elle a vu un fantôme, bien sûr, mais non. Donc il voit la combi, Violette arrive aussi, tout le monde rigole, finalement c'était rien, c'était juste une combi en latex et le Ben va jeter la combi à la poubelle dehors. Toutes les cases sont cochées. Oui, voilà, De toutes les fictions horrifiques, quoi. ouais, voilà, la cave, le Les grenier. hurlements. Ouais. On commence à rentrer dans le vif du sujet. En plus, pour compléter le thème de l'horreur et du paranormal, plus ou moins, on a quand même un psy, Ben est psy, donc il a une consultation avec son premier patient, Tate. Alors, Tate, c'est quand même un cas. C'est un jeune homme donc qui fait des rêves depuis 2 ans où il tue tous les gens qu'il aime. Donc, bon, là, voilà. Et on voit donc une image de lui qui se promène au lycée avec un tatouage ou un maquillage de tête de mort sur la face. Donc en fait, il s'est fait virer. Donc voilà, il veut se faire soigner, bien sûr, mais il aime bien quand même expliquer son rêve qui est censé le traumatiser. On dirait qu'il aime ça quand même, hein. On voit le profil. Donc il tire sur tout le monde dans ses rêves pour les sauver de ce monde pourri. Donc il se pose en tortionnaire, assassin, sauveur. Donc vraiment, on voit qu'il est quand même bien atteint. Et pendant ce temps-là, on a des images quand même de quelqu'un qui se scarifie et c'est Violette. Donc il n'est pas le seul à avoir des problèmes psychologiques visiblement. On fonce un peu plus dans la personnalité de Violette en même temps que Tate part de lui. Tate semble être un peu le jumeau maléfique de Violette, puisque lui aussi, il trouve qu'on peut trouver la purification dans le sang. Et c'est ça son objectif, c'est tuer tout le monde pour qu'il y ait beaucoup de sang et que tout le monde soit purifié. Parce qu'une fois qu'ils sont morts, et ben, du coup, ils sont mieux là où ils sont. C'est assez morbide quand même comme état d'esprit. Et lui aussi, il justifie les scarifications en parlant d'une tradition indienne. Enfin, il est super dans son délire. Et il dit au psy donc que sa mère est une salope. Donc
on sait qu'il a de bonnes relations familiales aussi, enfin que tout est sympa dans sa vie. Il dit aussi à un moment donné que, elle se tapait le voisin d'à côté et que donc son père l'a abandonné. Donc son gros souci à lui, c'est l'abandon. Et là, il surprend donc, à ce moment-là, Violette, en train de se scarifier dans la salle de bain et il lui dit qu'elle s'y prend mal. Donc Tate aussi, on comprend que comme Maddie, la jeune fille, qui est au tout début en 1970 devant la maison, se croit, chez lui et se balade dans toute la baraque et il arrive dans la salle de bain où la petite est en train de se scarifier. On nous reviendra, hein, c'est la maison, toutes les portes sont ouvertes en permanence, hein, c'est un moulin le truc. Hein. Tout le monde peut y entrer et sortir comme il veut. Alors tout le monde, je suis pas sûre, mais eux, oui, oui. En même temps, le nombre de fantômes qu'il y a sur place, est-ce que ça sert encore à quelque chose de fermer les portes? You think I'm crazy? No. I think you're creative. And I think you have a lot of pain you're not dealing with. My mother's probably worried about me, right? I'm sure she is. She's a cocksucker. I mean, literally, a cocksucker. She used to suck the guy off next door all the time. My dad found out, and he left. He left me alone with a cocksucker. Can you imagine? How sick is that? I've heard a lot worse. Cool. Can you tell me some? I like stories. No, I can't. The world is a filthy place. It's a filthy goddamn horror show. There's so much pain, you know? There's so much. J'aimerais bien soulever la forme d'iconisation dans laquelle Tate s'imagine au moment justement de commettre ce meurtre, comme tu le disais Hélène, avec ce tatouage au visage, etc. Il y a une forme d'iconisation interne qui résonne avec justement ce rapport morbide qu'il entretient finalement avec Violette lors de leur première conversation. On sent cette image d'une forme de violence qui est un exutoire, qui est une manière de s'affranchir d'une certaine manière, et qui, même en gardant un aspect très physique, parvient quand même encore une fois, à ressortir pour mieux montrer le mal-être de ces personnages. Et en parlant de mal-être, par rapport à la tenue SM qui a été retrouvée dans le grenier, je trouve que c'est une forme aussi de symbolisation du désir des personnages qui se retrouvent évacués dans un coin perdu, où on essaye justement de planquer ça et finalement de s'en débarrasser. Et c'est quelque chose qui va beaucoup revenir justement avec le traitement de cette tenue SM particulièrement déshumanisante. Tate, ouais, le personnage donc interprété par Evan Peters, l'actuel Jeffrey Dahmer dans la série qui porte le même nom sur Netflix. Il est désabusé, hein, désabusé, et sa valeur refuge, c'est quoi? C'est la mort. Le sang. Voilà, magnifique. Hein. C'est bien comme délire. Hein. Là, on est en plein Halloween, là, y a pas de doute. Hein. Et demain, c'est la fête des morts, donc ça promet. C'est la joie de vivre. Retour dans la chambre des parents, et là, Hélène a dû baver devant son écran. Nous sommes en pleine nuit. Ben se réveille, nu. Il déambule dans la maison et allume la cheminée de manière complètement perdue. Il a l'air dans les vapes et il demande même à voix haute s'il n'est pas dans un rêve. Et cette idée de rêve va finalement revenir, mais presque comme un cauchemar pour lui, avec l'arrivée par la suite de Moira O'Hara, qui rencontre Vivienne. Elle explique qu'elle était la gouvernante de la maison. Elle veut s'en occuper, justement. Elle en parle directement avec la femme qui, au départ, n'en veut pas spécialement. Et il va y avoir une sorte de désaccord exprimé directement sur comment nettoyer correctement cette maison. Au final, alors que Moira dit qu'elle attend pour son taxi, elle discute un peu plus longtemps avec Vivienne qui se demande si elle ne devrait pas l'engager. À ce moment-là, Ben arrive et trace un magnifique plan. La gouvernante qui était incarnée par Frances Conroy, donc Vivienne et Moira s'accrochent justement sur comment nettoyer correctement le parquet. Et au final, eh bien, Vivienne laisse Moira rentrer en attendant son taxi. Elle commence à discuter et alors que Ben arrive, il y a un magnifique plan qui transforme la Moira d'un certain âge en une gouvernante plutôt jeune, plutôt mignonne et avec un regard plutôt aguicheur. Alors, au moment de partir, finalement, Vivienne se dit qu'elle va engager cette gouvernante qui a l'air fort sympathique. Ben ne comprend pas spécialement, étant donné qu'il est accroché par son physique. Un physique qui finalement va le pousser à tenter de se rapprocher de sa femme,
ce qui va être une nouvelle fois infructueux. Bon, Liam, on est entre nous, hein. Tu veux dire que Moira version jeune est sexy comme le diable? Et j'ai adoré la mise en garde de Moira, plus âgée, qui dit dis donc, ma jolie, si tu maltraites cette maison, fais gaffe, hein, tu vas le regretter. Franchement, Encore une j'ai fois. adoré ces passages-là. Ouais, je trouve aussi que ça amène beaucoup pour le personnage. Et même, j'avoue que la transition, eh bien, fonctionne plutôt bien pour moi. Et même cette manière dont ça réveille encore une fois le désir de Ben par le biais d'un personnage qui, justement, est intéressant à ce propos. Et effectivement, je trouve, même si Frances Conroy a son charme, que l'autre actrice a également un charme qui fonctionne plutôt bien sur moi, je dois l'avouer. Alors, moi, je voudrais juste dire, voilà, Oui. Frances Conroy, c'est la maman dans Six Feet Under. Donc voilà, et on l'a connue plus jeune dans la série, Formidable dans ça. formidable, et là, elle est toujours aussi exceptionnelle. Et Moira jeune, c'est quand même la meuf hyper gnangnan de Virgin River. Tu sais, c'est une infirmière dans une série Virgin River, le truc genre à l'eau de rose un petit peu, tu vois, où c'est deux personnages complètement différents. Quand tu vois Moira dans AHS là et Frances Conroy dans Six Feet Under, rien à voir. Et quand tu vois Moira jeune et la même actrice qui fait Virgin River, c'est le poids des mots, le choc des photos. Hélène sort souvent cette expression, pour ceux qui ne savent pas, c'est le slogan du journal Paris Match, hein, de l'époque. Il y a aussi la photo inattendue de femme actuelle, mais je le sors moins. Et tu vois, oui, Liam, je voudrais aussi rebondir sur un truc que tu avais dit pour la première scène, quand le gynécologue compare la maison et le corps de Viviane. Et tu as vu, là, c'est ce que tu avais dit. Sauf que là, maintenant, c'est Moira qui compare la maison à un corps qu'il faut entretenir comme un être humain parce qu'elle a des émotions. Donc, c'est le lien que tu avais fait avec la première scène. Effectivement. Et ça amène encore une fois une maison vivante. Et je ne peux rien rajouter de plus, ce que tu as dit est parfait. Le rapport au corps est extrêmement présent, hein. Un corps qu'elle use à force de nettoyer la merde des propriétaires, de passer derrière eux. Et une discussion qui est super intéressante entre Vivi et Moira, qui est cette affirmation de Moira qui explique qu'elle fait ce boulot parce que nous les femmes on est faites pour ça. Ouais. Elle est d'une autre époque, des années 70, rappelons-le. Donc ça, cette phrase, elle fera plaisir aux gros machos et aux sexistes de merde, mais elle joue aussi de son corps. Il y a toujours ce rapport au corps quand il faut séduire le mari de la maison. Tout l'aspect charnel dépeint dans ce pilote a une double, voire triple lecture qui est vraiment passionnante à étudier. Alors, je sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai vu cette série, j'ai pas compris pourquoi il était le seul à la voir en meuf sexy porte-jartel, alors que en fait, elle était vieille et que sa femme la voyait comme une vieille femme. Là, tout de suite, c'est là que j'ai pensé au fantôme. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Lui, il a des visions où il prend des trucs, ou je sais pas, il s'est intoxiqué à la sauge, mais le coup de la cheminée, plus Moira qui voit en meuf super sexy, alors qu'en fait, ben, elle est dans un sale état. Vous, ça vous a pas choqué? Qu'est-ce que ça vous a évoqué quand vous avez vu ça? C'est marrant que tu parles de ça. J'ai tout simplement pensé Shining. Voilà. Le lieu est en train de transformer l'hôte de cette demeure, qui petit à petit devient fou. Et cette folie est visiblement déclenchée par une forme de somnambulisme. Voilà la chose que j'ai comprise, moi, en regardant le pilote. Et toi, Liam? Ben, je suis tout à fait d'accord là-dessus, sachant qu'en plus, sans expliciter nécessairement, mais il y a ce rapport à l'habitation qui transforme dans beaucoup, quasiment presque toutes les saisons d'American Horror Story, avec cette référence donc Shining qu'on retrouve même dans Hotel, par le tapis de l'établissement. Mais je trouve justement aussi que ça, effectivement, ça amène cet aspect fantastique, même juste par le mouvement de la caméra à ce moment-là, qui amène déjà cette perspective différente, mais qui surtout appuie encore plus le côté fantastique de la demeure et finalement de ses habitants. Ah oui, là, ça éclate, hein. C'est clair que c'est le moment où ça éclate pour moi. On retourne à la séance du psychiatre, Ben, et on apprend, lors d'une séance avec Tate, que ce dernier ment sur le fait de prendre ses médicaments. Ben prévient que si Tate a un comportement dangereux pour autrui, il n'a pas d'autre choix que de le signaler à la police. Et pour moi, dans cette réplique, il manquait un petit con, t'as intérêt à aller te soigner. Tate avait peur que son pénis ne fonctionne plus en prenant ses médocs. Non, son gros vu pénis. qu'il a- Son gros. Voilà. Ce genre de détails, tu retiens bien. Bah non, c'est pas ça, ça prépare la scène suivante. Et en même temps, c'est Evan Peters, donc on peut y croire. Comment Cette émission commence sérieusement à déraper, il fallait bien que ça arrive. Je suis désolée, mais moi, je ne crois que ce que je vois.
Je dirais bien que ça part dans une direction avec un mot qui a la même terminaison que grenouille, mais je vais éviter d'être vulgaire ici. Que cacahuète. Donc, moi, tu peux ici. Hein. Donc, Tate a une grosse bite. Il avait peur qu'elle ne fonctionne plus en prenant ses médocs. On retrouve Tate avec Violette. Ils sont en mode on compare nos cicatrices et la date où on se les a infligées, ces mutilations. On est dans la chambre de Violette. Tate demande à Violette mais pourquoi t'as emménagé à L.A. Et on apprend que son père a trompé sa mère. Tout ce qu'on sait déjà en fait. Que sa mère les a attrapés en flag, la fausse couche. Et j'ai le gros clin d'œil, le gros wink-wink un peu exagéré pour moi. Quand Tate demande à Violette, donc ils écoutent de la musique en fond, tu peux pas passer du Kurt Cobain s'il te plaît? Est-ce que vous l'avez vu le message subliminal? Mais carrément. C'était aussi subtil qu'une blague de Jean-Marie Bigard, pour le coup. C'est clair. On va pas parler du lâcher de salope ici. Donc le père débarque dans la chambre de Violette et vire Tate qui a rien à faire là. Le père engueule Violette en mode t'approches pas de lui, c'est clair. Et évidemment en faisant ça, Violette ne se gênera absolument pas pour ne pas l'écouter. Mais Tate se fait virer parce qu'il a quand même tagué la maison en écrivant salir sur le mur à la craie de la chambre de Violette. Enfin, il est dérangé quoi. Pourquoi tu vois mon père? Pose pas de questions dont tu connais déjà les réponses. T'es plus intelligente que ça. Tu veux écouter Morrissey? Il est cool. Il est mortel et il déteste tout et n'importe quoi. T'as du Kurt Cobain sur ce truc-là? Qu'est-ce que tu fais ici? On écoute de la musique, c'est tout. Je suis désolé, mais tu dois partir. Tu devrais pas être là, je crois que tu le sais. Merci. De quoi vous pensiez que j'avais peur? Peur d'être rejeté? Surtout, tu ne t'approches pas de lui. Mais on faisait rien. T'as compris? Le chapitre suivant que j'ai baptisé Encore un petit plaisir pour Hélène. Ben sort de la douche avec la serviette tenue par une main droite qui ne cache que ses parties intimes. On voit dans le plan suivant Ben s'approcher d'une porte entr'ouverte et c'est Moira, version jeune et en tenue de soubrette, qui est en train de se tripoter, de se donner du plaisir sur le fauteuil. Après avoir vu ça, Ben va se soulager tout seul en chialant comme une merde dans une autre pièce, totalement nu et face à sa fenêtre, qui donne sur le jardin, et il remarque qu'un homme étrange est en train de l'espionner. Il se met à courser le mec en costard à travers le jardin, mais ce dernier a réussi à s'enfuir. Avant de s'enfuir, et pourquoi Ben l'a vu, c'est pas parce qu'il était en extase en train de regarder le jardin, il était en extase les yeux fermés. Il a entendu quelqu'un crier « Votre famille est en danger ». Tu vois, ça te casse tout, quoi. Le pauvre Ben, pour une fois que, tu vois, il se faisait un petit délire, bah voilà. Et oui, alors oui, donc il y a cette scène où Ben tombe sur Moira qui donne clairement ses intentions. Et donc c'est vrai que le gars, moi je trouve que pour un psychiatre, il a quand même des drôles de comportements. Voilà, heureusement que c'est vu sur le jardin pour le coup. Oui. Oui. S'il y avait un vis-à-vis, ça la foutait mal, oui. Il aurait pu ouvrir la fenêtre, hein, ça aurait été pire. Chapitre suivant. Et si j'ouvrais toutes les portes et toutes les fenêtres de la cuisine Mobalpa? Oui, c'est pour moi, ça forcément une histoire de cuisine, j'apprécie pas du tout, Junior. Tu viens de dire que c'était pas bien de dire que la cuisine, c'est l'histoire des femmes. Donc, bon, on y va. Viviane revient des courses, forcément, c'est la femme. Donc, elle est dans la cuisine, elle va ranger ses petites emplettes et tout à coup, elle se retourne et tous les placards, la porte du frigo, enfin bref, toutes les portes sont ouvertes dans son dos. Elle pense que c'est une mauvaise blague et surtout qu'elle surprend Adi, la petite voisine, qui rit. Elle se moque d'elle. Alors donc, Viviane, évidemment, elle l'engueule. Et pendant qu'elle engueule Adi qui rigole, Adi montre quelque chose du doigt. Et en fait, on voit derrière Viviane les deux jeunes garçons de 1978 qui sont morts à la cave. Donc là, on n'a plus aucun doute, mais alors plus aucun, sur la présence de fantômes dans la maison. Et Adi les voit, mais Viviane, non. Donc, s'ensuit une mise au point avec Constance, puisque Viviane la convoque pour lui expliquer qu'Adi est encore une fois rentrée dans la maison sans prévenir. Donc, elle commence à discuter, elle lui explique que c'est pas bien, etc. Adi rigole, elle veut juste caresser le chien. Viviane lui prend la tête dans ses mains et lui fait la morale. Et ça, on voit que Constance, ça ne lui plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Donc, la petite Adi dit
à Viviane qu'elle ne riait pas d'elle, mais qu'elle riait parce que les jumeaux étaient derrière elle. Et là, Constance lui dit clairement « chut ». Donc, on sent tout de suite que c'est connu, qu'il y a un secret et qu'il ne faut surtout pas le révéler aux nouveaux occupants de la maison. Toujours obsédée par le chien, Adi décide d'aller le caresser quand même, sauf qu'elle la chienne pince la main de Adi, qui dit au chien et à Viviane « elle n'aurait jamais dû faire ça », en parlant du chien. Deuxième avertissement qui vient de Constance, qui dit elle à Viviane que la prochaine fois qu'elle met les mains sur sa fille, elle lui casse un bras. Donc l'ambiance bon voisinage est fichue. On se rend compte que là, ça commence à être tendu. On termine sur toujours le même problème avec les voisins. Ben qui appelle la police, lui, de son côté, pour dénoncer Tate, puisqu'il l'a trouvé dans sa maison avec sa fille et qui commence à flipper parce qu'il sait à quel point il est fou. Bon, il est énervé. Et voilà notre bonne Moira qui revient à l'attaque, qui chauffe Ben à mort en lui demandant s'il veut pas la tripoter et tout. Le pauvre Ben, on voit qu'il est à cran, mais heureusement, il est pas sorti avec son fusil chargé. Il vient de faire ce qu'il fallait, donc il est un peu détendu. Il résiste du coup à Moira. Et Violette les surprend, alors que Moira est à cheval sur Ben qui fait non, d'accord, non, enfin il résiste quoi. Et Violette est très en colère après son père, puisqu'il a quand même déjà trompé sa mère, et elle voit Moira en plus comme une vieille. Il n'y a que Ben qui la voit comme une super sexy jeune fille, donc la pauvre Violette, tu m'étonnes qu'elle est perturbée. Et agression sexuelle en règle dans cette scène, parce qu'il dit bien qu'il veut pas. Ouais, c'est vrai qu'on peut penser que c'est, oui, en effet, une agression sexuelle, mais enfin, il a quand même le temps de se lever de son fauteuil et de s'en aller, le temps qu'elle s'approche en se tripotant les nichons. Ceci dit, il reste quand même sur son fauteuil à mater, quoi. Hein. Il se fait un petit plaisir, mais pas comme devant la fenêtre. Liam, un mot à dire là-dessus? Alors, je trouve la scène avec Adélaïde et Constance intéressante parce que on sent que malgré le ressentiment qu'a Constance envers sa fille, elle a quand même de l'affection et veut quand même la protéger à tout prix de tout, même si effectivement il y a ce ressentiment. On explicite encore une fois la nature fantastique de la maison. Après, si vous n'avez toujours pas compris que la maison est dangereuse et qu'elle est légèrement hantée, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous ne regardez pas la série. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire, on ne sait pas. Mais voilà, et en plus encore une fois explicitation de la frustration sexuelle de Ben, de justement la tentation qui est balancée ici, et également de cette distance qu'a Violette envers ses parents. Tu as vu toutes les portes et toutes les fenêtres ouvertes ou entrouvertes, c'est vraiment une constante dans ce pilote. C'est ça qui me frappe, c'est que comme par hasard, pour perturber Viviane, je me mets à ouvrir les tiroirs, les armoires, les placards, les frigos. À chaque fois, elle se fait déstabiliser par ce jeu de portes. C'est assez drôle à observer. Oui, comme la porte de la cave, oui. C'est ça, c'est une façon aussi en même temps de faire ressortir tous les petits secrets de la famille et au final de tous les personnages qui se retrouvent aux yeux de tous. Personne ne peut réellement dissimuler quoi que ce soit aux autres parce qu'il y a toujours une porte mal fermée ou une fenêtre qui donne sur quelque chose qui en tout cas, il y a toujours quelqu'un à proximité pour être témoin et pour bien montrer qu'aucun secret ne pourra le rester indéfiniment dans cette demeure. Et que la maison est vivante. Allez, je vous invite à retourner tous ensemble au lycée de Violette. Et oui, Violette qui se bagarre avec les demoiselles de tout à l'heure. Elle en profite pour attraper une cigarette et brûler la main de Léa. Léa qui la menace fortement, encore une fois. Léa la bitch. Voilà, la team c'est compliqué à l'école. Voilà, toutes les personnes qui ont déjà connu une bagarre scolaire pourront s'y retrouver, ce n'est pas du vécu. J'en ai assez parlé à mon psy, on ne va pas en reparler en podcast. Moi que tu aies des choses à dire sur la baston, mais je te propose de retourner tout de suite à la maison. Bah écoute, moi je trouve justement que c'est intéressant cette scène à la maison, étant donné qu'on a Viviane qui s'occupe des décorations qui sont là. Ben déclare que celui qui a tué les dessinées doit avoir des problèmes psychologiques, alors même que Viviane trouve ça étrangement réconfortant. Ben parle de son professeur qui déclare que les artistes utilisaient leurs œuvres pour parler de leur peur, et en même temps la complimente sur sa beauté au naturel. Il tente un rapprochement qui, encore une fois, s'avère infructueux, et cela le met en colère. Il se met même à crier « Combien de temps tu vas me punir ?»
ce à quoi elle dit qu'elle veut trouver la façon de lui pardonner d'avoir couché avec une de ses élèves et qu'elle ne peut pas avoir du sexe avec lui parce qu'elle ne sait même pas le regarder dans les yeux. Lui dit souffrir, elle s'énerve encore plus parce qu'il ne sait pas ce que ça fait d'avoir son enfant mort en soi, étant donné qu'elle a vécu une fausse couche. Il dit avoir été là pour lui, avoir fait passer ses sentiments à elle avant. Il exprime encore une fois sa frustration par le fait qu'ils aient adopté un chien, alors que lui avait besoin d'affection et qu'ils n'ont pas fait l'amour pendant 1 an. Il lui déclare son amour, avoir traversé le pays par peur de la perdre, et finalement, ils finissent enfin par se rapprocher et à faire l'amour. Mesdames et messieurs, Ben a réussi. Et pourtant, il était maladroit. Hein. Pouf. Ah oui, clairement. Non mais on en parle de Hélène. Est-ce qu'on a déjà tenté de te pécho comme ça en te disant qu'en gros on aimait bien quand tu étais luisante de sueur, les cheveux en bataille, pas maquillée. Ah oui, bien sûr. J'adore quand t'es comme ça. Oui, j'adore quand t'es sale. Ça, c'est le mec qui en peut plus, qui a trop faim. Il est même prêt à te prendre, tu vois, dans... Enfin voilà, tu sortirais je sais pas, te serais pris une tonne de caca sur la tronche. Là, il est vraiment à bout, Ben. Il en peut plus, là. C'est les hormones qui travaillent. Ben, il réfléchit plus avec sa tête, là. Il est vraiment en posture ventrale, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils font l'amour sur fond de feu de cheminée. Bon là, c'est réconciliation qui enfin se concrétise. Et qui va mettre le doute dans la suite de l'histoire. Exactement. J'ai oublié de parler d'une chose importante. Pardon Liam, parce que Hélène et moi, on a un gros problème, c'est que quand on voit des animaux, on oublie un peu le reste. Il parlait du fait de se disputer sur le fait d'avoir pris un chien. Tu le trouves comment, le petit chien, Ali? Alors je trouve le chien mignon, mais comme dans toute histoire d'horreur, on sait qu'un animal a une durée de vie très très limitée. C'est souvent lui qui meurt le premier d'ailleurs. Voilà. C'est comme les noirs dans les films d'horreur des années 90-2000. Donc, moi je peux me permettre de le dire. Donc. Et attends, la meuf dans la forêt qui, comme une conne, va ramasser du bois toute seule pendant que tout le monde est resté au chalet. C'est toujours une meuf un peu débile, tu vois, qui part dans la forêt et qui fait avec son cri strident. Puis après, il y a le sportif musclé qui dit qu'il va régler la situation et qui se fait déchiqueter en 2-2 quelques secondes après. Oui, c'est vrai. Quarterback. Voilà. On reste dans cette cuisine et Violette revient avec une égratignure sur le visage. Whoa, come here. What happened to your face? Fell down. Come here. Sit. Boy or girl? Girls, 3 of them. Hope they look worse than you do. You know their names? I'm not narking. You know, we can easily move you to a different school. There are a lot of really good private schools right in this neighborhood. I'm not running away. I'm not scared of them. Not afraid of anything. It's like that time in kindergarten when you insisted that I bring you home from the slumber party because all the other girls were sleeping with the nightlight on. I know you've gotten the short end of the stick lately. This move, and your dad and I haven't exactly been great to be around. Why don't you guys get divorced if you're so miserable? We still love each other. You could have fooled me. I thought you hated each other. Well, at least you hated him. I don't blame you. He was a shithead. Elle fait croire à sa mère qu'elle est tombée. Néanmoins, celle-ci connaît sa fille et lui demande combien de filles elle a affrontées. Au fur et à mesure de la conversation, Violette dit ne pas avoir peur de celle-ci et pose même une certaine question qui fâche. Pourquoi vous ne divorcez pas si vous êtes si malheureux, tout en déclarant que son père est un salaud. Cela va amener une conversation avec Tate, justement, avec qui elle va parler de cette fille qu'elle déteste, Léa la bitch, comme surnommée ici, maintenant. Et elle veut la tuer, ce à quoi encourage Tate, qui lui propose même de lui faire peur en l'attirant avec la solution à Los Angeles, la solution pour tous les maux, la drogue. C'est une camée et ça sert d'appât pour faire venir et piéger Léa la bitch. J'ai pas trouvé ça très fin, c'est pas ce que j'ai préféré dans ce pilote pour le coup. Non, mais moi je voulais dire que dans cette scène, on se rend compte de la récurrence d'un thème, c'est la peur. Au départ, c'est un peu mis comme ça de temps en temps, mais tu en as parlé, Junior, quand tu as dit de Violette, quand elle arrivait à l'école, qu'elle avait peur de rien, qu'on voyait que la fille arrivait en territoire conquis, elle allait à la cave, elle avait peur de rien. Et là, il y a quand même sa mère qui lui pose une question, de quoi est-ce que tu as peur ? Ou c'est elle qui la pose à sa mère, je ne sais plus, mais je pense que c'est plus Viviane qui remet le thème de la peur en place. Et là, on se rend compte qu'en fait, la vraie question de cette saison, c'est la peur.
De quoi vous avez peur? Rien à ajouter sur cette scène, on va avancer. Le chapitre suivant, je l'ai baptisé Toujours mettre du latex avant le sexe. Viviane est en petite nuisette et se met de la crème sur les jambes et une personne vêtue de cuir entre dans la chambre. Viviane est en mode bah dis donc, t'es chaud toi? Mais tu n'as pas jeté ce truc à la poubelle, je comprends pas. Le mec ne répond pas. Et Vivi, elle est plutôt d'humeur coquine et couche avec ce mec en latex. Scène de sexe où se mêle dans la tête de Vivi le visage de son mari, les peintures horribles sur les murs et sur les papiers peints là. Puis il y a une scène où Constance arrête Ben qui veut se brûler les mains devant une gazinière. Et Constance l'arrête en lui disant « Eh non mec, ce n'est pas ton heure ». Constance invite Ben à aller se coucher. Le mari ne retourne auprès de sa femme. Ils se disent qu'ils s'aiment tout simplement. Direction la cave. Elle va souffrir Léa la bitch. Hein. Violette emmène Léa dans la cave. Soi-disant l'endroit où elle est censée vendre sa cam. Je vous rappelle que c'est un mytho. Léa est impatiente, elle se dit putain, elle est où ma cam là? Elle tombe face à Tate qui est assis sur une chaise et qui d'un coup pète un câble. Il rit et sous forme d'effet stromboscopique, il attaque Léa et se transforme en un clin d'œil en monstre, puis en lui-même, puis en monstre. Vraiment, on a l'impression que parfois c'est lui le monstre ou qu'il en manipule un. Il se met à griffer le visage de Léa la bitch qui se barre en courant. Violette dit à Tate de dégager. C'était quoi ce délire, mec? Putain, je veux plus voir ta gueule. Et finalement, dans cette scène, on découvre que Violette a peur de quelque chose. Oui, elle s'enfuit. Et d'ailleurs, sur le t-shirt de Tate, il y a écrit Normal people scare me. Donc, donc ça veut dire que si Violette est normale, elle doit avoir peur. Et Violette dit moi, je suis normale. Je suis pas comme lui qui se transforme en chose bizarre parce qu'elle se demande ce que c'est. Elle voit aussi l'être maléfique qui griffe le visage de sa copine. Et donc, elle a peur et elle se barre, quoi. Elle commence à réaliser. Et une chose importante sur la scène précédente, qui est quand même la scène emblématique de cette saison. Faut le savoir, la combi latex, c'est le truc emblématique de cette saison. C'est que quand il arrive comme ça avec la combi intégrale, on voit pas son visage et en fait, Viviane pense que c'est son mari, sauf qu'en parallèle, il nous montre la scène où son mari est en bas avec Constance en train de refaire le compte devant la cheminée, enfin devant la gazinière ce coup-là, en train de jouer avec le feu, comme on dit. Exactement. Et lui, il joue avec le feu pendant que sa femme croit que c'est lui dans la combi, alors que visiblement, c'est pas du tout lui. Et quand il remonte se coucher et Viviane, elle se rend compte qu'il est revenu se coucher, aucun échange, rien, il lui parle de rien, il se passe rien. Juste un je t'aime. C'est assez déroutant comme scène parce que c'est terrible en fait, parce que c'est censé être une histoire, une scène d'amour entre une femme et son mari qui ont un jeu sexuel, un jeu coquin, et en fait ça se transforme juste en une scène d'abus d'une femme en fait. Liam? Oui, je trouve aussi que ce je t'aime, ça sonne de manière très, très ironique au final, et ça renforce finalement la distance du couple, alors même que c'est le genre de déclaration qui est censé rapprocher. Je trouve qu'il y a aussi cet aspect autodestructeur du personnage de Ben, ce rapport au feu qui va revenir dans la séquence d'après. Et même l'effet stromboscopique fonctionne, parce que si pour certains, sous les éclairs des stroboscopes, ils dansent le jerk, et ben moi j'ai eu peur. Quand même, durant cette scène. Oh, la référence de vieux. Ah, effectivement. Non, mais moi je comprends, je suis d'accord. non, mais en vrai, il y a ce rapport au regard aussi qui fonctionne très bien, et ce rapport assez perceptif qui, je trouve, amène justement encore plus de malaise, alors que celui-ci est assez diffus dans l'épisode au final. On retrouve vraiment cette sensation de peur et de mal-être qu'on ressent déjà devant le générique. Et ça fait une scène horrifique qui est assez efficace et qui permet encore une fois de bien définir le personnage et de bien amener un peu plus de distance également dans le rapport entre Violette et Tate, dans leur approche de la violence, une qui est un peu plus fantasmée et un qui est plus brutal, plus réaliste et qui au final est plus impactant. Donc vraiment tout ça couplé justement à cette difficulté du couple, cette peur finalement relationnelle aussi, qui se crée, parce qu'on parlait de peur, il y a cette peur finalement d'être abandonné de l'autre et de ne pas s'épanouir en famille. Ça fait un ensemble de scènes qui, pour moi, est assez intéressant. Oui, tu as bien fait de citer le générique, hein, parce qu'on n'en a pas parlé du générique, mais il faut savoir que dans AHS, tous les génériques sont spécifiques à la saison et c'est toujours très intéressant de regarder le générique en détail.
Et surtout avec cette merveilleuse musique qui nous met déjà bien à transe. Oui, tout à fait. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous me suivez? Votre famille est en danger. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Plutôt joli, non? Je suis brûlé à plus de 70%. Je m'appelle Larry Harvey. Et vous devez vous en aller de cette maison. Vous savez que je pourrais vous faire arrêter, parce qu'espionner les gens à leurs fenêtres est un crime. Même à Los Angeles. Mais ils me remettront jamais en prison. Avec mon cancer du cerveau. Phase terminale. Inopérable. Je suis désolé. Non, ne le soyez pas. C'est la seule raison pour laquelle je suis dehors. Homicide. Triple homicide. Ça faisait 6 mois que j'étais dans la maison quand j'ai commencé à entendre ces voix. Ma femme croyait que c'était parce que je travaillais trop. Allez, je vous propose de faire un petit footing tous ensemble. Voilà, donc on retrouve Ben qui, tout foufou, est détendu par faire un footing. Donc il est suivi par un gars en voiture, puis à pied. C'est un homme habillé tout en noir avec un chapeau qui boite et qui a l'air un peu bizarre. Donc bizarrement, Ben n'arrive pas à le distancer. Il le rattrape à pied et en fait, Ben s'aperçoit que c'est l'homme qui était brûlé au visage qui l'avait interpellé dans le jardin alors qu'il se faisait un petit plaisir solitaire devant sa fenêtre. Le gars lui redit que sa famille est en danger, ce qui interpelle Ben et qu'il va en savoir plus. Et donc, malgré l'aspect repoussant de l'homme qui intervient, là qu'on ne connaît pas, un inconnu en plus, Ben décide de discuter avec lui. Donc, il lui redit que sa famille est en danger. Il explique qu'il s'appelle Larry Harvey, qu'il a un cancer du cerveau. Du coup, ça met un peu en doute tout ce qu'il va raconter et qu'il devrait être en prison pour triple homicide. Super la présentation, mais Ben, ça l'interpelle pas. Il écoute quand même. Donc, Larry explique qu'il vivait dans la maison bien avant, avec sa femme et ses 2 filles de 6 et 10 ans, et qu'il les a tués. Il a mis le feu à la maison une nuit, comme ça, parce qu'il entendait des voix, comme s'il rêvait. Et ça renvoie Ben à ce que lui vit actuellement, parce qu'il a des moments comme ça de somnambulisme, où il a l'impression je ne sais plus s'il est réveillé ou si il dort, hein, et ça l'interpelle. Mais il est un peu quand même choqué, donc il s'en prend un petit peu à Larry et Larry donc commence à pleurer en disant: «Mais non, mais cette maison c'est le diable» et Ben, lui, est choqué aussi, il s'enfuit. Larry fait semblant de pleurer et en fait, dès que Ben a tourné le dos, Harry ou Larry, je ne sais plus, rit bizarrement, genre rire en cape, tu sais, le sourire diabolique dans le dos de Ben. Donc on sent que ce gars-là qui est censé le prévenir d'un incident, en fait, il était là juste pour le choquer et pour mettre une ambiance plutôt négative et une ambiance de peur, en fait, dans la tête de Ben. Oui, bien sûr, en gros, courage, fuyez. Ne restez pas dans cet endroit, vous allez vous faire consumer de l'intérieur et c'est vraiment un avertissement pour les pousser à déménager et ne pas devenir fou comme lui et vriller totalement et justement subir cette espèce de Shining. Mais justement, je trouve qu'il se crée un parallèle entre Ben et Larry qui amène déjà une forme de dramaturgie justement derrière, effectivement cet aspect ne pas se faire consumer par la maison. Il y a même quelque chose que je trouvais intéressant, j'ai vérifié sur Spotify, qui marque effectivement bien qu'il y a l'utilisation de la musique de Vertigo dans cette séquence. Et je trouve que ça amène quelque chose un peu qui, par référence, rappelle déjà cette perte de place, cette perte finalement de repère du personnage de Ben qui semble se refléter dans Larry, également cette forme de mise en scène dans ce qu'il raconte du meurtre qu'il a commis, et également cette référence musicale qui résonne encore dans l'aspect Hollywood qui est très distrait dans ce pilote, mais qui revient fortement dans la série. Et je trouve que tout ça couplé, ça amène encore plus ce rapport musical fort dans la série. Allez, on va conclure ce pilote avec toi, Liam. Oui, bah on peut boucler ça avec les oreilles, des boucles d'oreilles. Voilà, j'ai essayé. Tu peux animer ce podcast sans problème, je valide le niveau de vanne. Oui. Écoute, quand il faut des vannes, je suis plombier de formation, donc je vais arrêter tout de suite. Kev Adams m'a appelé, il refuse d'utiliser mes blagues, c'est dire. Sur ce, donc les boucles d'oreilles de Vivienne qui sont piquées par Constance. Néanmoins, Moira arrive et lui demande de les remettre en place. On sent
une certaine tension entre les deux femmes, une tension qui est même encore plus explicitée quand Constance lui dit « Don't make me kill you again ». Pourquoi cette again? Pourquoi la tuer à nouveau? Est-ce qu'effectivement Moira serait, surprise, un fantôme? Et puis, juste après cette séquence, on est face à Ben qui est assis dans la cuisine quand Vivienne arrive. Elle propose de manger indien, ce à quoi Ben rétorque qu'elle n'en mange que lorsqu'elle est enceinte. Petite pause, avant que Ben finisse par comprendre, ils s'embrassent, tout va bien, mais Ben est quand même stressé, il se demande par le biais de son regard finalement si toute cette histoire va bien se terminer. Je ne vais pas spoiler pour le restant de la série, mais je trouve que ça amène déjà bien une certaine tension familiale qui va arriver par rapport au restant des épisodes. J'ai adoré Constance qui était en mode t'approches pas de moi, vieille sorcière, sinon je te bute à nouveau, salope. Faux. Elle a pas dit vieille sorcière et salope, elle a dit vieille pute. Aussi, oui. Mais nous, on s'en doutait quand même que Moira, elle était un peu pute, tepue sur les bords, parce qu'elle a quand même essayé de grimper le maître de maison 2 fois. Donc, elles se connaissent et elles se connaissent bien. Et tu sens que c'est une histoire qui a perduré à travers les siècles même. C'est ainsi que s'achève le pilote d'American Horror Story. Juste après cet extrait, on se retrouve pour évoquer un peu les saisons préférées, ou celles qu'ils aiment le moins, de ma chroniqueuse et de notre invité, et ensuite on passera à la notation. Ok, alors on va vérifier parce que vous êtes des fans hardcore de la série, je vais vous demander s'il vous plaît d'être concis. J'aimerais beaucoup d'abord qu'on évacue le négatif. Quelles sont les séries d'American Horror Story que vous aimez le moins? On rappelle, comme l'a dit Liam très bien en début d'émission, il s'agit d'anthologie, donc une saison elle raconte une histoire avec des personnages bien définis, même si les mêmes acteurs reviennent, ils jouent des rôles différents. Voilà, alors les saisons que vous aimez le moins. Liam d'abord, honneur à l'invité. Alors, si je devais en sortir deux, je dirais la dernière, Double Feature, qui, je trouve, tourne finalement à vide. Donc la saison 10. C'est ça, la toute dernière. Les deux parties de saison, les deux histoires sont assez faibles, et il n'y a pas vraiment de résonance entre les deux. Et je dirais aussi que la saison Apocalypse m'a un peu déçu en fait, mais c'est pour des raisons que je ne peux pas expliciter ici par rapport à une bascule narrative qu'il y a dedans, mais je trouve qu'à partir d'un moment, cette saison part vers quelque chose qui l'éloigne de sa promesse initiale. Très bien, donc tu as moins aimé la 10 et la 8. Et toi Hélène d'abord, les saisons que tu as le moins aimé également? Ok, jusqu'il y a à peu près une semaine, c'était 1984, le slasher que j'ai pas aimé. Et depuis la sortie de la saison 10, c'est la saison 10, puisque, comme Liam, je trouve que j'étais super étonnée qu'il y ait deux thèmes dans une saison et aucun lien entre les deux, et vraiment déçue, quoi. Donc très bien, la saison 10. Et juste derrière, peut-être la 9, 1984. C'est l'histoire des moniteurs, là? Ouais, c'est le slasher, donc ouais, c'était pas terrible. Vos saisons préférées, Liam? Alors, j'hésite en 3, donc je vais vraiment aller très rapidement, mais les saisons suivantes, en fait, Asylum, qui se passe donc dans un asile psychiatrique, la saison Coven avec les sorcières, mais également la saison Freak Show. Je trouve que ces 3 saisons arrivent à équilibrer une certaine ironie mordante dans l'écriture de Ryan Murphy et de ses co-scénaristes, mais en ayant une certaine dramaturgie émotionnelle qui est assez forte et qui développe ces personnages. On est vraiment dans un équilibre tonal entre quelque chose un peu grotesque et assez drôle, même notamment dans sa violence, mais finalement assez émouvant et même plus profond qu'il n'y paraît. Alors moi, c'est aussi Asylum et Coven. Alors Asylum pour la chanson. Dominique, Nique. Une fois que tu as vu la saison, tu as la chanson en tête pendant toute la semaine, au moins.
Et puis bon, parce que je l'ai trouvée très prenante, les décors. Moi, je me suis dit au départ que ça allait être compliqué de faire quelque chose dans un asile. Et en fait, non, c'est vraiment génial et complètement inattendu. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Et Coven, parce que c'est une histoire de sorcière et que j'adore les histoires de sorcières puisque c'est Halloween et que Junior m'a traité dès le départ de sorcière qui enfourchait son balai. Donc voilà. Et voilà. On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute, madame et monsieur, pour votre note et la justification de celle-ci, avec une appréciation globale de ce pilote, où vous allez poser les forces et les faiblesses. Je rappelle cette échelle de notation que j'ai piquée au célèbre quotidien sportif L'Équipe. 0 inadmissible, 1 exécrable, 2 très mauvais comme le niveau des blagues aujourd'hui, 3 mauvais, 4 insuffisant, 5 moyen, 6 satisfaisant, 7 bon, 8 très bon, 9 exceptionnel et 10 parfait comme son animateur. Donc petit rappel du classement général que je vais faire après avoir entendu notre invité Liam, coefficient 3, quelle note donnes-tu au pilote de American Horror Story? J'ai envie d'être très gentil et de lui mettre un 8 parce que, à part un ou deux défauts qui, je trouve, peut-être explicitaient un peu trop le fait de réutiliser plusieurs fois l'envie de Ben de se remettre avec sa femme, il y a un effet doublon par moment dans certaines séquences, mais au final, dans sa globalité, je trouve que c'est très bien géré. Il y a une atmosphère qui est posée, on sent vraiment les thématiques. Mais je trouve justement que l'épisode pose bien ses passes, pose bien l'écriture de ses personnages, la mise en scène donne envie, il y a déjà une ambiance qui est un peu malsaine, et en même temps, on sent que ce n'est que le début d'une saison qui s'annonce particulièrement intéressante. Donc un 8 de mon côté. Bon, 8 pour toi, c'est un très bon pilote. 8. Ok. Hélène, je t'écoute pour ta note, s'il te plaît. Je mettrais 7, puisque moi, pour une série horrifique, c'était la première fois que je me lançais là-dedans et j'ai vraiment eu très peur, donc le résultat est atteint. Et le thème de la maison hantée, vu comme ça, avec une combi latex, tous les mélanges de genres avec Moira qui mélange le présent et le passé, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien travaillé, que c'était original, alors que c'est quand même un thème hyper abordé. Non, j'ai beaucoup aimé. Bon, 7 parce qu'il y a quand même des choses dedans qui sont un peu... je sais pas comment dire ça, mais sans être critique, parce que j'aime bien, franchement, j'ai pas envie de dire du mal, mais il y a quand même des choses auxquelles on s'attend. D'accord, oui, il y a quand même des choses assez prévisibles. En effet, parfois, je te rejoins, la subtilité n'est pas toujours au rendez-vous, des choses que tu vois arriver à des kilomètres. Rien que dans ce pilote, le rapprochement Tate-Violette est évident, quoi. Avant même que le pilote, tu vois, n'en arrive là, tu le vois arriver à des kilomètres, quoi, que le Tate ne va pas seulement aller dans le bureau du psy, qui va dériver. Quand tu en arrives à anticiper des scènes comme ça, c'est sûr que ça fait perdre des points. Oui, et puis l'arrivée de Violette au lycée, et puis l'ambiance avec les copines, on sait très bien ce qui va arriver maintenant à ses copines, quoi. J'aurais tendance peut-être à te suivre sur le fait que ce soit un bon pilote. Je vais mettre un 7 aussi, soyons fous, un 7 tout rond. Pour moi, c'est un bon pilote, j'ai passé vraiment un bon moment. C'est pas mon genre de prédilection, comme je le disais en début d'émission, mais c'est prenant, plutôt bien raconté, les personnages sont vraiment bien. Déjà, vous voyez un peu toute la substance qu'on a pu extirper de cette série, donc ça en dit long sur la qualité d'écriture et de mise en scène. Ça, j'ai beaucoup aimé. L'interprétation d'actrices extrêmement expérimentées comme Connie Britton, Frances Conroy, Jessica Lange, bien sûr, pèsent énormément dans la balance. On voit aussi le talent d'Evan Peters, bien avant X-Men et avant Dahmer. Donc, ce savant mélange-là entre les obsessions de Ryan Murphy injectées dans la sphère horrifique se tiennent de façon plutôt équilibrée et ouais, ça donne quelque chose d'assez solide et d'assez consistant, donc je mettrai un 7. Un 7, bon pilote, voilà, donc ça fait un total de combien ? Je rappelle au classement les 5 premiers pour vous donner une idée. Fleabag avec 7,7, 7,71. 4e Big Bang Theory. 3e Buffy. 2e Seinfeld et première The Crown. Bon, American Horror Story sera pas première, hein, faut pas rêver. Oh. Mais elle va pas si mal se classer que ça. Elle a 7,42. Donc la série se classe 7e. Elle se classe entre Atypical et The Boys. Voilà, c'était pour cette spéciale Halloween. American Horror Story donc prend la
7e place. Un pilote presque parfait, c'est fini. Je tiens à remercier notre invité Liam qui a gentiment pris le temps de venir dans l'émission. Merci beaucoup Liam. Merci pour l'invitation, ça a été un plaisir, surtout pour parler de cette série en plus, donc vraiment, je suis super content. Bon parfait, alors on espère que tu as passé un bon moment avec nous, hein. C'était un peu n'importe quoi mais comme d'habitude, donc les auditrices et auditeurs sont habitués. Je merci à ma chroniqueuse du jour, merci Hélène. Merci Junior, merci pour ton invitation une fois de plus. À très bientôt dans des futures saisons des séries bien sûr, et dans des futurs pilotes presque parfaits. Vous pouvez d'ores et déjà noter que dans PPP, qu'en décembre on parlera de Malcolm, voilà. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli podcast préféré sur Apple Podcast, iTunes, Podcast Addict ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. On est bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur Twitter @piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite un joyeux Halloween à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao.